Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez divinement bien. Moi ça va tranquille, ici Clemzer pour ce nouvel épisode du Pont entre les arts. Tout le temps, foufou. Cette scène-là, je la veux dans un film. Allez, il C'est allait bon. sortir mes larmes. Il y a des passages sublimes sur la solitude. C'est pas vrai, ouais. Aujourd'hui, je reçois Antoine Daly, chanteur que vous avez connu dans la saison 9 de The Voice, la dernière saison d'Incroyable Talent, ou avec son dernier album magnifiquement beau, sorti le 20 mars. Le principe du podcast est simple, j'invite des artistes pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Et comme le veut le concept, dans cet épisode, on ne parle pas de musique, mais de mode, et son rapport à celle-ci. Bonne écoute. Déjà, avant de commencer, bienvenue Antoine. Ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir de te recevoir. Là, ça fait un mois que l'EP est sorti. Magnifiquement Oui. beau. Là, comment tu te sens? Les retours, le concert au théâtre de la Tour Eiffel. Bah je suis trop content. J'ai mon objectif ultime, c'était de pouvoir chanter ces chansons-là sur scène, et j'ai eu l'occasion de le faire en Belgique et puis à Paris. Et j'ai vraiment passé des moments magiques. C'était magnifiquement beau finalement. Enfin, je sais pas si moi j'étais beau, mais en tout cas le moment était beau pour moi. Et donc voilà, je suis très content des retours. Je reçois aussi beaucoup de messages de personnes qui se sentent qui sont touchées par les chansons, qui me partagent certains témoignages de choses qu'ils ont vécues, qui résonnent en eux. Dès que ce genre de choses-là arrive, j'ai tout gagné. Donc voilà, je suis très très content Trop de bien. ce qui m'arrive, et puis d'autres choses qui se préparent, que je n'attendais pas spécialement, qui finalement arrivent grâce à tout ce qui s'est passé avant. Trop bien. Et je peux pas encore trop en dire, mais Ok, il nous met l'eau à la Voilà. bouche et après il nous enlève l'assiette. exactement. Mais c'est pas grave parce qu'on n'est pas spécialement là pour parler de musique en premier lieu. Oui. Même si forcément on est des malins, on va y revenir à un moment donné. Mais on est là pour parler d'un autre art que tu affectionnes particulièrement. On va parler de mode aujourd'hui. Oui. Donc là, si vous regardez la vidéo, forcément, vous l'aurez vu, la mode, c'est quelque chose qui fait partie d'Antoine, mais nous, on a le petit rituel pour commencer l'épisode de voir quels sont les premiers rapports à l'art dont on parle. Donc, c'est quoi tes premiers rapports à la mode? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été sensible très petit, Oh là. par tes parents, c'est quelque chose qui est venu plus tard? C'est quoi tes premiers rapports à la mode? Alors, vraiment, mon rapport à la mode au début, il était compliqué. Je pense que j'avais aucune notion de ce qu'était la mode. Alors attention, après, on dit quelque chose est à la mode. C'est le mot qu'on utilise pour utiliser cet art, mais j'aime la mode, mais je n'aime pas spécialement les choses qui sont à la mode. Il y a Coco Chanel qui disait « La mode se démode, le style jamais ». Donc finalement, être soi-même, c'est ce qui compte le plus. Alors, j'ai toujours été moi-même, mais il y a un long moment de ma vie, être moi-même, c'était quand même pas top niveau stylisme. Donc voilà, quand j'étais enfant, ado, etc., c'était pas quelque chose qui était spécialement important Ouais. pour moi. Tes parents, ils t'habillaient comment Mes ils faisaient attention, parents, c'était... oui, mes parents faisaient attention. Ils m'habillaient selon leur goût. Voilà. Après, j'avais pas des vêtements moches pour autant, hein. Mais voilà quoi. J'étais habillé comme un petit garçon de fin des années 90, début 2000, quoi. Voilà. Ok. C'était classique, rien d'extravagant. Ouais, pas de prise de risque. Pas de prise de risque, voilà, c'est ça. Et puis plus tard, j'ai tenté des choses, mais voilà, j'ai certains épisodes de ma vie où quand je revois des images, je me dis oula. Par exemple, la toute première fois où j'ai participé à The Voice Belgique, j'avais 16 ans, j'avais une espèce de t-shirt bleu mais trop grand, avec une coupe. Mon Dieu, j'ose même pas en parler. En fait, rien n'allait. Mais en même temps, c'était moi à l'époque, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, et c'est ok en fait. J'aurais jamais honte de qui j'étais, et je pense que personne ne doit avoir honte de qui il était avant, parce que ça fait partie de notre évolution, et tout évolue dans la vie. L'identité, elle évolue, et aussi notre manière ma manière de chanter, ma manière de voir le monde, ma manière de m'habiller, et voilà. Donc finalement, le goût pour la mode est arrivé quand même assez tard. Ouais. Est-ce que, justement, parce que du coup, à 16 ans, tu l'as pas encore, Oui. puisque tu viens à The Voice habillé de Voilà, manière c'est assez ça. classique et tout, mais c'est quoi, est-ce qu'il y a un déclic? Tu sais, genre quelqu'un, un artiste ou une figure de mode qui te fait le déclic? Alors, je dois dire que le vrai déclic,
il vient pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur de moi. J'ai fait un voyage en Bolivie pendant mes études d'instituteur primaire, parce que j'ai un diplôme d'institut primaire. Et donc j'ai enseigné pendant plusieurs semaines là-bas. Et ce voyage, il a vraiment changé ma vie à plein de niveaux. C'est-à-dire que quand je parle de musique, je parle aussi de ce voyage-là parce que il a changé ma manière de voir la musique, mon art, etc. Et au niveau de la manière dont je m'habille aussi, parce qu'en fait, quand je suis revenue, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été comme un voyage initiatique. Il n'y a pas eu un élément précis, mais je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, tu es toi. Et tu ne vas pas essayer d'être quelqu'un d'autre, tu ne vas pas essayer de chercher à ressembler aux autres. Et c'est pareil pour les vêtements. À partir de ce moment-là, j'ai décidé d'être moi-même à 1000%. Et puis bien sûr, il y a des figures qui m'ont beaucoup inspiré. Ouais. J'ai toujours été fan, par exemple, de Freddie Mercury, d'Elton John, de David Bowie, qui sont des personnalités musicales complètement décomplexées, qui osent, qui sont eux et qui proposent quelque chose, qui sont eux. C'est des personnages, mais en même temps, ces personnages les représentent entièrement aussi. Et Elton John, par exemple, c'est un artiste qui a déjà dit dans des interviews récemment, je regrette certains de mes looks, j'ai fait des erreurs, etc. Ouais. Moi, je dirais jamais ça. Ouais, tu l'as un peu dit pour The Voice. Mais je trouve que j'ai fait des erreurs, mais je ne dirais pas que je regrette de l'avoir fait parce que ça fait partie de moi. Et finalement, le fait d'avoir fait ces erreurs de look, etc., parfois des choses peut-être qui sont trop extravagantes pour moi aujourd'hui, font que je suis comme je suis aujourd'hui. Et d'entendre des personnes, des figures comme Elton John dire ça, ça m'a rassuré dans l'idée de prendre des risques et de me dire vas-y, j'ose, et au pire c'est pas grave. Hein. Ouais. Si c'est une foirade complète, on s'en fout. Ouais. C'est que des vêtements au final. Hein. Et c'est marrant parce que même tes inspirations mode, tu cites des chanteurs. Oui. Alors, en dehors de la musique, t'avais pas du tout y a pas de... Pas au départ. Ok. Au départ, c'est vrai que c'est plutôt... J'ai toujours rêvé de ces artistes, finalement, qui sont des figures pop, qui créent un univers, mais pas uniquement dans leur musique, qui créent un univers visuel aussi autour d'eux, que ça soit sur les photographies. À part Freddie Mercury et les autres artistes que j'ai cités, je pense qu'ils ont tous été photographiés par un moment David Lachapelle, qui est un photographe que j'adore. On n'est pas là pour parler de photographie, mais la mode fait partie aussi de cet univers-là. Et donc, au départ, c'est vraiment les artistes musicaux qui me faisaient rêver et auxquels j'avais envie de ressembler finalement, qui m'ont donné envie de m'intéresser à la mode. Après, par la suite, il y a d'autres, des créateurs, même des personnes que j'ai rencontrées pas connues dans ma vie, à Paris, ailleurs dans le monde, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de m'intéresser encore plus à ça. Mais c'est quoi, du coup, ton premier contact avec cet univers-là précisément? C'est parce que je sais que t'as beaucoup collaboré, on en parlera aussi après, mais t'as beaucoup collaboré avec des créateurs, des petites marques. Oui. C'est quoi ton premier contact où tu dis, ah, là, j'ai envie de m'intéresser à l'aspect plus technique de la mode, plutôt que, tu sais, les grandes figures que tu citais d'Elton John et tout. Qu'est-ce qui te fait rentrer peut-être dans le côté plus des productions, technique de production aussi? Oui, alors en fait, c'est encore lié à la musique du coup, parce que la musique est jamais bien loin. J'étais en train de préparer mon audition à l'aveugle de The Voice. De The Voice France. France, voilà, c'était le tournage était en 2019, et donc je cherchais une tenue. Et jusque-là, j'avais des idées dans ma tête, j'avais envie d'aller plus loin, mais j'osais pas encore vraiment. Et je me suis dit, écoute Antoine, si tu dois te retrouver devant 6 millions de téléspectateurs à chanter cette chanson, et et que ça se passe bien, etc., autant te montrer comme tu es, et te proposer aussi quelque chose visuellement avec tes vêtements. Et j'ai commencé à chercher, et ça faisait un moment que je voyais sur les réseaux sociaux... je sais pas, ça venait dans mes dans mon feed d'actualité sur Instagram, une boutique qui était à Paris, et par hasard, le jour où j'étais en train de chercher des vêtements pour mon audition à l'aveugle, je tombe sur cette boutique dans Paris qui était dans une impasse rue du Trésor, mais malheureusement maintenant ça a fermé, mais la marque existe toujours. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit, un coup de cœur pour les filles qui ont créé cet endroit. Elles s'appellent Hello et Jo, elles ont créé la marque Agogo. Donc leur marque existe toujours, même quand je les ai connues, c'était vraiment un multimarque avec plein de marques. Leur marque à elles aussi, bien sûr. Et je me suis trouvé là-bas une
une combi en wax et j'ai démarré finalement cette aventure The Voice avec cette combi-là. Toujours autant de pluie sur moi. De là où on danse. Et c'est en les rencontrant, en testant des choses un peu folles, des choses que je n'aurais pas spécialement osé porter, ou des combinaisons, enfin faire des combinaisons entre des pièces que je n'aurais pas osé mettre ensemble, avec elles, que j'ai finalement commencé à connaître un peu ce milieu de la mode. Moi, j'ai pas découvert le milieu de la mode en allant à la Fashion Week, en découvrant les grands créateurs de luxe, etc. Je l'ai découvert de manière vraiment humaine, en échangeant avec Hello et Jo. Un jour, je voulais une combinaison complètement en paillettes. On est allé ensemble au marché Saint-Pierre à Montmartre pour aller chercher du tissu, le choisir ensemble. Ah oui, ça a été carrément tes stylistes en fait. En fait, à un moment donné, j'allais tout le temps chez elle pour créer les looks. Même pendant The Voice, du coup, à chaque fois, je suis retournée chez elle elles m'ont prêté des vêtements pour faire les interviews. On créait des looks ensemble, et c'est comme ça que finalement j'ai découvert cet univers de la mode, quoi, et que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses possibles. Et puis voilà, j'ai découvert encore après d'autres gens. Et puis mes goûts ont encore évolué au fur et à mesure. Oui. Mais voilà. Tu dirais que c'est quoi le principal changement dans ta manière d'aborder la mode depuis que cette période-là avec les filles et aujourd'hui? C'est oser les choses, en fait. Ça a changé ma vision des choses par rapport à ça, parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais besoin à chaque fois de quelqu'un pour me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit je peux me faire confiance, faire des erreurs, tester des choses. Finalement, je suis un artiste, je suis quelqu'un de créatif. Après, je suis allé encore plus loin, parce que je suis allé au point d'aller acheter des vêtements en fripe, d'acheter de la peinture pour vêtements et de commencer à peindre des choses, à coller des choses et à finalement créer mes propres vêtements. Okay. Mais sans être couturier et sans utiliser une machine à coudre, parce que ça, j'avoue que c'est mon rêve, mais j'ai jamais appris, quoi. Et maintenant que j'y repense, parce que ne pas en parler, ça serait quand même triste. Je dis que quand j'étais enfant, j'avais pas ce rapport à la mode, etc. Mais ma grand-mère est quand même couturière. Ah. Et donc, j'avais quand même ce truc où j'allais chez mamie au départ, juste pour raccourcir un pantalon, voilà. Mais du coup, finalement, d'être peut-être enfant à côté d'une machine à coudre, ça m'a peut-être aussi, je ne sais pas, donné des idées par la suite. C'est dans les gènes, ça. Inconsciemment, en fait, peut-être. Je ne sais pas. Ma cousine a travaillé aussi là-dedans. Maintenant, elle est costumière. Donc, finalement, c'est vrai que dans la famille, on est plusieurs à s'être intéressés à cet art-là, du vêtement, voilà. Oui, la pomme tombe jamais loin du pommier, quand même. Oui, voilà. Mais bon, je l'avais oublié, comme quoi, c'est... Tu as renié tes racines. Exactement. Regardez-moi, supernova, que les étoiles tombent sur moi, supernova, regardez-moi. Aujourd'hui, je pense que tu alternes aussi entre pièces de créateurs et petites pièces, et pièces plus niches. Oui. Alors, déjà porté des pièces de créateurs à l'heure actuelle? Alors, j'ai pas dans mon dressing énormément de pièces de grands créateurs ou quoi, parce que bon, déjà j'ai pas encore les moyens. Mais voilà, on m'a parfois prêté des choses, etc. Et puis, je trouve qu'il y a aussi des créateurs super et qui sont pas spécialement connus, qui font pas partie de la sphère du luxe, etc., qui font des choses magnifiques. Pendant que j'avais participé à The Voice, on m'avait prêté une chemise et je l'avais adorée. Et finalement, les créateurs, ils s'appellent Evan et Benjamin, et ils m'ont contacté et finalement ils m'ont renvoyé la chemise, ils me l'ont offerte. Parfois, j'ai des pièces qui sont des pièces un peu plus rares, des choses un peu plus, des pièces de créateurs. Parfois, des pièces un peu plus que je vais chiner dans des friperies, des trucs, des choses que je vais ramener de voyage. J'aime récupérer aussi les vêtements d'autres personnes. Par exemple, ici, j'ai le pantalon de mon grand-père. La chemise aussi, c'est à mon grand-père. Qui est décédé il y a 1 mois, mais déjà avant qu'il décède, ma grand-mère me refilait déjà tous ses costumes, etc., dans lesquels il rentrait plus. Les cravates aussi, j'ai des gens qui viennent me
me dire bon on va dire que c'est un peu déprimant hein, parce que à chaque fois c'est mon papa est décédé, tu veux que je lui donne tu veux que je te donne toutes ses cravates. Alors moi je dis oui, je récupère tous les alors ça peut paraître un peu glauque. Le cimetière des habits, finalement. Le cimetière des habits, voilà, c'est moi. Mais, C'est horrible. c'est un peu horrible, mais dans un autre sens, moi je trouve que dans les objets et dans les vêtements, il y a aussi de l'énergie. J'aime pas trop ce qui est neuf. C'est comme dans les meubles et dans la déco. Hein. Moi, j'adore aller chiner les objets. Et ben, les vêtements, c'est pareil. J'aime quand ça a il y a une vie, il y a une énergie. J'ai un côté médium où je sens les choses, les présences, les énergies et tout. Bon, parfois, je dois nettoyer un peu les vêtements. Et quand je dis nettoyer, c'est pas à la machine, hein. Ah. Ça m'est déjà arrivé de récupérer un vêtement, de prendre de la sauge et de dire, bon, partez, enfin, pas partez Ah ouais, d'une carrément. manière, je sentais qu'il y avait une énergie un peu négative. Et puis, à certaines pièces, on peut pas se séparer de cette énergie. Souvent, les bagues, les bijoux, c'est quelque chose de très personnel. On m'avait offert une bague et j'arrivais pas à me débarrasser d'énergie négative. J'ai dû aller l'acheter dans la scène en disant disparaît de ma vie à tout jamais. Ah ouais. Ah oui, non, mais T'as c'est rompu fou. la malédiction. J'ai rompu la malédiction. Je vais paraître un peu pour un fou, mais j'assume. Pour moi, dans la mode, il y a aussi ce côté un peu ésotérique. Porter un vêtement, c'est porter aussi l'histoire de quelqu'un d'autre, parfois même sans connaître la personne qui l'a porté avant. Et je trouve ça fascinant. Moi, j'adore. Le fait que tu aimes aussi chiner, aller en fripe et tout, j'ai l'impression que tout autant que trouver la pièce, le process d'aller, de chercher, de parler aux gens, de découvrir des nouvelles choses sur la mode, ça te plaît aussi. Ah bah oui. Ce que j'adore, c'est j'aime autant chercher que de trouver en fait. Parfois c'est un peu chiant de faire plein de fripes etc et te dire je trouve rien, mais le moment où on tombe sur la pépite ou même la rencontre avec quelqu'un qui va nous parler d'une pièce qu'il adore etc, ben c'est ça qui va être passionnant et qui va être hyper enrichissant et parfois on peut pas se la payer la pièce, mais le moment où on en a discuté et on a été émerveillé face à cette pièce, Ouais. c'est déjà incroyable. Et t'es pareil dans la musique. Est-ce que tu Oui. chines beaucoup de petits artistes, tu sais, de trucs pour découvrir des nouvelles choses ou t'as Alors, plutôt tes trucs confort je suis pas spécialement quelqu'un qui écoute énormément de musique. Quand je suis en off, que je chante pas, je suis pas sur scène, que je crée pas, etc., j'aime bien faire autre chose. T'arrives à arrêter de chanter? Ah oui, moi vraiment. Il y a un moment, chaque année, où je dis pendant 3 semaines, il faut plus me parler de musique, je chante plus. Ah ouais. Ah oui. Ok. Et j'en ai besoin. Je pars en vacances, je visite des musées, je m'intéresse à d'autres arts, Ok. toujours l'art. Hein. Ouais, Parce que ouais. moi, les vacances cucu-plage sur une avec c'est bon 2 heures, mais je suis un peu TDA, je m'emmerde vite. Alors j'ai besoin absolument de découvrir la culture, d'aller visiter les musées, voilà, ça j'adore. Ok. Mais parfois j'ai besoin de faire des pauses de musique. Par contre, j'adore découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux artistes et de rencontrer d'abord l'humain qu'il y a derrière. Et finalement, après, écrire avec cette personne, Ok. composer avec ces personnes. Pour moi, la musique, c'est un partage. J'aime la vivre comme ça. Je suis pas le genre de personne à écrire tout le temps mes chansons dans mon coin, tout seul dans ma chambre. Je le fais parfois, mais j'adore le partage. Et donc, j'aime aller, finalement, on va dire chiner les nouveaux artistes qui apparaissent comme ça dans le monde, dans cette industrie musicale, on va dire ça comme ça, parce que ça me permet aussi d'apprendre à connaître des nouvelles personnes. Bah, c'est beau parce que même dans la musique, tu chéris autant le moment de conception et de création que le résultat final. J'adore ça. Pour moi, c'est important. Souvent, la question qu'on pose dans les interviews, je vais la poser à ta place, c'est tu préfères être sur scène ou en studio? Et à chaque fois, je dis non, mais c'est vrai. Non, tout mais le monde... en plus, tout à l'heure, j'écoutais un podcast que t'as fait pour Oui, me mettre dedans et elle t'a demandé ça. tout le monde demande ça, tout Moi, le temps. j'allais pas le demander. Voilà, mais là, pour le coup, ça a du sens d'en parler parce que c'est pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que j'arrive pas à choisir. Je sais même plus ce que je disais dans ce podcast-là, mais à mon avis, j'ai dû dire que j'arrivais pas à choisir parce que j'aime le partage sur scène avec les gens et finalement, c'est ce pourquoi on fait ça. Mais en même temps, la création, c'est génial parce que si on crée pas de chansons, qu'est-ce qu'on va venir chanter sur scène après? Tout est important et même au-delà
de la scène, du studio, de la création, ben, ce qui est important aussi, c'est tout ce qu'on va vivre avant. Bah oui. J'ai fait une session de création il y a pas longtemps et il y a un beatmaker, un producteur, musicien qui m'a dit que c'était sympa parfois de s'imaginer une photo, partir d'une photo pour créer une chanson, en fait, finalement, on peut partir de tout pour créer de la musique, on peut partir d'un voyage, d'une émotion, d'une histoire, d'une photo et pourquoi pas d'un vêtement. Voilà. Ça t'est déjà arrivé? Parfois, je parle de vêtements un peu dans mes chansons. J'ai écrit une chanson qui n'est pas sortie, dans laquelle je parle aussi de ce côté-là, du fait que j'aime bien. Les gens me connaissent avec mes lunettes, mes plumes, mes paillettes, etc. Mais qu'au final, je suis aussi un homme derrière ça. Et que, est-ce que vous m'aimez pour l'artiste, pour l'homme ou pour les deux à la fois? Et que parfois, j'aimerais juste qu'on me voit pour qui je suis, tout simplement. Tout nu, même si je vais pas me mettre tout nu devant tout le monde. Après, moi, ça ferait hyper bien marcher le podcast. Hein, mais... Oui, ça je sais pas, tu sais. mais voilà. Par contre, la mode est toujours liée à mes émotions, quoi. C'est jamais. Ah, ça c'est intéressant. En quoi ton humeur va impacter ta manière de t'habiller? Même si je te parle encore d'autres références de personnes qui m'ont inspiré, souvent rien n'est fait pour juste pour que ce soit beau. Dans ce que j'aime en général, que ce soit dans la musique, dans la mode, etc. C'est quand même ironique pour un EP qui s'appelle Magnifiquement Beau. Oui, mais ce qui est beau, Non, mais c'est aussi mon métier de relier. Mais en fait, moi, si je fais de la musique, c'est pas pour faire quelque chose de beau, c'est pour faire quelque chose qui a du sens. C'est pour transmettre mes valeurs. Je suis quelqu'un d'engagé, etc. Et la mode, ça va être pareil. Okay. C'est-à-dire que déjà, il y a mes émotions. C'est que je vais m'habiller. J'aurais pu choisir il y a 5 jours la tenue que j'allais porter aujourd'hui pour venir ici. Je l'ai choisie 10 minutes avant de venir. Parce que c'est le mot. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et on pourrait me dire, c'est un flemmard, il fait tout à la dernière minute. C'est même pas pour ça. C'est juste que j'aurais pu choisir quelque chose hier et en fait, j'allais le porter aujourd'hui sans grande conviction parce que ça n'allait pas être en adéquation avec mon émotion du jour. J'aime choisir mes vêtements en fonction de mon émotion. Et puis, il y a aussi le côté engagé là-dedans. Je suis engagée dans mes chansons, mais dans la mode aussi, c'est-à-dire que je vais pas porter n'importe quoi. Je vais faire attention à ce que je vais acheter. Un peu anti-fast fashion aussi. Un peu beaucoup. Oui, merci. Je boycotte BHV depuis qu'ils ont, comme beaucoup de marques d'ailleurs, depuis que Shein s'est installé là-bas. Et il y en a plein d'autres, hein, bien sûr. Alors, et je ne vais pas dire que j'ai 0 pièce Alors, on a la fast fashion et on a l'ultra fast fashion. Hein. Donc, on parle Shein, etc. C'est l'ultra fast fashion. Puis la fast fashion, Zara, H&M, tous ces trucs-là. J'ai à un moment acheté des choses là-bas et je l'assume. Et j'ai parfois encore des pièces qui viennent de ces boutiques-là que j'ai chez moi. C'est tous des erreurs. On fait tous des erreurs. C'est pas pour ça que je les porte plus jamais. Parce que je me dis justement, j'ai fait la connerie de les acheter à un moment. Bah, ça m'arrive parfois de les placer dans certains looks parce que bon voilà. Et comme quoi c'est de la bonne qualité finalement. Ça tient dans le temps. Non, pas spécialement. Je ne veux vraiment pas envoyer un message positif sur eux. Pas spécialement, hein, mais c'est ça. En plus, on se rend compte que quand j'ai ce discours-là face à certaines personnes, la plupart des gens me disent « Mais oui, mais Antoine, on n'a pas les moyens tous de s'acheter des choses de créateurs, de trucs, d'aller en fripe. » Et je leur dis « Écoutez, franchement, faites le comparatif. » Alors encore il y a 20 ans, je dis pas, mais allez voir les prix chez Zara, chez... Alors qu'il faut surtout récupérer les... C'est tellement cher. Mais comment on peut payer, comment on peut mettre des sommes pareilles, comment on peut mettre 40 balles dans une chemise Zara, alors que pour 20 balles, pour 20 balles, je peux aller vous trouver une chemise Ralph Lauren ou je sais pas, peu importe, des marques même luxe, même du Yves Saint Laurent ou quoi, des années 70, dans des friperies. Il faut juste un peu chercher. Et Vinted, tout ce qui est plateforme en ligne pour revendre, et pour acheter, il y a aussi moyen de trouver des choses. Est-ce que tu trouves pas que Vinted, à travers les années, ça a perdu un peu ça quand même Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Alors, il y a tout et n'importe quoi. Ça, il faut se le dire. Il faut réussir à faire le tri, mais c'est comme dans la vie en général. Hein. Si aujourd'hui, dans la vie, on n'arrive pas à avoir un esprit critique, on se fait avoir partout, que ça soit pour la musique, que ça soit pour la nourriture, que ça soit pour les vêtements, pour tout et n'importe quoi, on peut se faire avoir et il y a de tout et de n'importe quoi dans le monde. Et évidemment, Vinted, il y a aussi certainement des dérives et tout ne doit pas être génial,
Il y a des gens qui vont arnaquer. L'autre jour, je regardais, je trouvais il y avait des chaussures. Je voyais bien que c'était des fausses. Il y a des gens qui utilisent ces plateformes-là pour arnaquer les gens. Mais il y a aussi du bien parce qu'on trouve aussi des choses sympas. Alors moi, bien sûr, je préfère toujours le contact direct, aller chiner dans les boutiques, etc. Mais parfois, Vinted, ça m'a aidé à trouver des pièces que j'arrivais pas à trouver spécialement, ou même en urgence, j'avais besoin de quelque chose pour une télé, pour un clip. Parfois, c'est compliqué de faire toutes les boutiques de Paris et d'ailleurs, toutes les fripes et trouver la pièce qui nous va à notre taille aussi. Et donc, Vinted, c'est aussi un outil qui est assez intéressant et ça restera toujours mieux que de faire une commande de 60 articles sur Chine ou sur voilà quoi. Moi j'annule ma commande. Je serai de plus en plus folle. Je serai ta plus belle bestiole. Viens dans les bras d'un homme qui a ce je ne sais quoi, qui te fait peur, qui te complexe. Oh là là là, je suis un homme unisexe. Je reviens à un truc auquel j'ai pensé tout à l'heure. Parce que c'est marrant parce que t'as quand même une image travaillée. Oui. Que ce soit tatouage, accessoires, mode. Mais pourtant, la première fois que tu mets ça en valeur, c'est dans The Voice, qui est quand même une émission à la base qui est faite pour ne juger que la voix. C'est vrai. Ça ne juge que la voix, mais on sait très bien qu'il y a quand même des caméras et que, voilà, moi, en tant qu'artiste, je veux arriver dans une émission. Les coachs vont me juger pour ma voix uniquement. Mais par contre, moi, j'ai envie de montrer l'artiste que je suis à part entière et l'univers visuel, ça en fait partie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on met après dans The Voice, on crée des beaux tableaux, etc. Sinon, ça serait toujours sur un mur blanc à un moment donné, ça fait aussi partie du truc, quoi. Et ton rapport à l'image, genre t'as conscience de ce que tu dégages et de comment tu es perçu. C'est un truc du coup que t'avais eu directement à partir de ce moment-là ou ça a évolué dans le temps. Aujourd'hui, tu te rends mieux compte aussi. C'est quelque chose. Tu la maîtrises mieux. Pardon. Oui, c'est quelque chose que je maîtrise mieux. C'est quelque chose qui a évolué. Et entre The Voice et maintenant, j'ai encore testé énormément de choses. Il y a des looks que je peux revoir de moi. Et je me dis oh là là, ça va pas du tout. Voilà, je me suis trouvé. J'allais pas spécialement non plus dans les friperies à cette période-là. J'étais pas dans ce côté vintage. Voilà, c'est bien après que tout ça est venu. Je me suis rendu compte que par exemple, les années 70, ça m'inspirait énormément et que c'était difficile de trouver certaines pièces dans des vêtements qui se faisaient aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me retrouver dans les fripes, etc. Donc ça, c'est venu bien après et que j'ai commencé, du coup, à maîtriser, d'autres aspects de la mode bien plus tard, quoi. Quand je suis arrivé dans The Voice, je maîtrisais rien du tout. J'avais juste envie. Mais je maîtrisais rien. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses que je maîtrise pas et je teste et c'est drôle. Parfois, j'ai des personnes qui viennent me demander des conseils. Antoine, tu mettrais quoi ça avec ça? Et parfois, je me dis, mais pourquoi vous me demandez à moi? Je suis pas du tout un spécialiste. Mais, c'est peut-être parce que j'ai l'art d'associer des choses qui sont parfois surprenantes. Mais le fait que toi, tu fasses, tu vas faire de plus en plus de concerts. Ta carrière se développe bien. On espère. On est très content. On espère. On est très content, mais le fait de faire du live, toi, c'est quelque chose auquel tu réfléchis forcément. La manière dont tu vas t'habiller pour un live. C'est quoi la différence? Comment tu l'abordes? C'est très compliqué parce que moi, j'aimerais pouvoir changer 10 fois de tenue sur un show pour montrer des choses différentes aussi en fonction des chansons que je chante. Mais c'est pas toujours possible ni faisable, donc parfois on m'a conseillé de garder une tenue et d'avoir toujours la même tenue pour chaque concert, et ça c'est beaucoup d'artistes font, ils ont toujours la même tenue. Une souffrance pour toi de faire ça. Mais j'y arrive pas. Pour l'instant, j'y arrive pas. Et je choisis ma tenue en fonction du concert aussi, de l'endroit, et de mon mood toujours. Mon dernier concert à Paris, j'ai reçu une pièce, je me souviens plus de leur nom, mais un créateur italien qui utilise les vieux costumes vintage et qui peint dessus. Et je l'ai reçu la veille du concert. Ouais, c'est ça, parce que comme là, tu avais décidé comment t'allais t'habiller aujourd'hui pour tes concerts, c'est aussi le jour même. Oui, là, en fait, j'étais partie en Belgique pour un autre concert. Je suis rentrée la veille du concert à Paris et je pensais même pas recevoir cette tenue-là, ce costume-là, la veille de mon concert à Paris, et je l'ai reçu et je me suis dit, voilà, c'est un coup de l'univers, ça veut dire que je dois porter ça.
Même pour les concerts, c'est parfois vraiment du feeling. Ça paraît très pensé, mais en fait, il n'y a pas grand-chose de pensé derrière. C'est vraiment du feeling. Donc parfois, il y a des erreurs, mais j'assume. Il y avait un truc que j'aime beaucoup quand j'étudiais un peu ta carrière, tout ça, c'est que là, aujourd'hui, tu as commencé à créer un peu tes propres collections. Là, pour Magnifiquement Beau, Mhm. c'est du merch. Oui. Merch bien fait, bien travaillé, Oui. mais c'est du merch. T'as fait une collaboration avec Laura Lone. C'est ça, oui. Et je trouve ça un peu marrant que tu partes de la fripe où t'aimes bien redonner une vie à quelque chose qui existe déjà, qui a Mhm. déjà été porté, et aujourd'hui que tu crées tes propres habits, même Oui. s'il y a des contextes, c'est pas encore des collections Oui. en soi de créateurs, mais avec la musique, on commence toujours un peu par faire des covers, donc on se réapproprie quelque chose qui existe déjà, qui a déjà Mhm. été chanté, Oui. et après, tu as commencé à faire ta propre musique. Est-ce que c'est un cheminement, une manière de faire qui se répète dans ta vie sur d'autres aspects? Bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé créer. Je vais préparer un dessert, je vais suivre la recette, et puis la 3e fois où je fais ce dessert, je vais réajuster, je vais le faire à ma manière. J'ai toujours été comme ça. Donc c'est vrai que j'aime au final créer des choses à partir de choses parfois qui existent. Donc c'était pour la musique, et là pour les vêtements, alors je me considère pas du tout comme créateur, etc. Parce que c'est vrai que pour l'instant on est vraiment sur du merch, mais c'est vrai que j'avais pas envie de faire du merch pour faire du merch. Un t-shirt Antoine Dély avec ma tête dessus, c'était pas le but. Je voulais vraiment qu'il y ait un univers. J'ai un peu regardé des merch d'artistes que j'aimais beaucoup. Par exemple, j'adore le merch de Zao de Sagazan, que je trouve super beau. Mais déjà, elle a tout un univers au niveau du dessin, la pochette de son album, la Symphonie des éclairs et tout. Voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Juliette Armanet, qui était partie sur ses t-shirts Johnny, où pour le coup, elle a vraiment sa tête en grand. Elle l'appelle t-shirt Johnny parce que finalement, c'est un peu comme les fans de Johnny, qui avaient la tête de Johnny en grand avec des flammes et tout. Elle a créé ce truc-là. Voilà. En fait, j'avais envie de créer un merch qui n'est pas juste comme ce qui se fait en général. Voilà, je voulais un truc qui ait une histoire. Et donc moi, je voulais partir de chansons. Donc j'ai un t-shirt On ne sait jamais, où j'ai un dessin avec deux mains qui se touchent avec un fil rouge qui les relie. Et cette chanson, c'est On ne sait jamais. C'est une chanson que j'ai écrite pour ma sœur à un moment où elle a failli mourir. C'est ma chanson Carpe Diem, où je me dis qu'il faut finalement dire je t'aime aux gens qu'on aime avant qu'il ne soit trop tard, et voilà. Donc je voulais vraiment le représenter par un dessin. T'as fait toi-même ou t'as fait appel à... Alors j'avais les idées, et puis j'ai fait appel à une amie qui s'appelle Marie, et donc son nom d'artiste c'est La Lune majuscule, et elle est illustratrice et graphiste, etc. Et on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur le graphisme de certaines pochettes de singles, etc. Et puis voilà, là j'ai eu envie de travailler avec elle là-dessus. Elle m'a apporté ses idées, j'ai apporté mes idées aussi parce que j'en avais quand même, j'avais parfois des choses bien précises. Cette histoire de main là, j'étais arrivé vraiment avec un croquis et je dis voilà, j'aimerais un truc comme ça. De toute façon, toi, je pense que t'es pas du genre à ce qu'on fasse pour toi. Voilà, je délègue pour certaines choses parce que on peut pas être excellent partout, on peut pas être bon partout. Tu es excellent dans beaucoup de domaines. En tout cas. Non, mais non, pas tant que ça en vrai. Non, mais c'est vrai, il faut assumer. Je pense que dans la vie, il faut être conscient des choses pour lesquelles on est mauvais, des choses pour lesquelles on est bon, et des choses pour lesquelles on est très bon. Voilà, je sais qu'il y a des choses que je peux pas faire. J'aimerais pouvoir tout faire moi-même, mais à un moment c'est pas possible. Oui. Et donc voilà, c'est important de déléguer. Bien que c'est vrai que j'aime toujours être présent, par contre, et toujours être à l'origine des choses, enfin à l'origine des choses. Je veux pas être à l'origine de tout ce qui se passe dans le monde, hein, mais à l'origine des choses que je crée moi pour mon projet, quoi. Parce que voilà, c'est important pour moi de penser les choses, de les imaginer, et parfois pour aller au bout des choses, j'ai besoin de l'aide de certaines personnes. Mais c'est ok. C'est ok, bah oui. Oui. J'ai besoin d'être celui qu'ils viendront applaudir, de m'embraser pour eux, de ne jamais leur mentir. J'ai besoin d'être celui qui t'écoute, te rassure, qui t'embrasse dans le feu d'une vie sans dorure. J'enchaîne sur un autre truc, mais que j'ai en tête et que je veux pas perdre. C'est que on parlait tout à l'heure du coup du fait que toi tu t'habilles vraiment
peux t'habiller last minute pour vraiment avoir un truc qui correspond à ton mood. Mhm. Et parfois, créer un son, ça peut mettre du temps. Tu peux revenir plusieurs fois, plusieurs journées, plusieurs mois, parfois sur des sons. Est-ce que toi, t'as du coup ce truc, comme avec la mode, où la plupart de tes sons, c'est des one-shot parce que ça correspond à un mood que t'as réussi à Oui, figer oui. dans le temps de manière très rapide, ou tu fonctionnes de manière totalement différente Ah et non, moins... c'est exactement la même chose. Je Ok. ne supporte pas revenir sur une chanson des mois après. En général, les chansons qui sont pas terminées, ben je les ai jamais terminées. J'étais d'ailleurs en studio la semaine dernière et mon pote avec qui j'écrivais, il s'appelle Adriano Selva, qui est un super auteur-compositeur et chanteur aussi. Et il me disait oui mais t'inquiète, là on écrit, mais après on revient dessus même des semaines ou mois après. Ah ouais non mais tu me connais, moi je déteste faire ça. C'est le moment, on a écrit ça et j'aime pas revenir sur les paroles par exemple. Ouais. Même si elles sont imparfaites, j'aime ce truc de l'instant. J'aime ce que je disais, vomir le texte. Ouais. La plupart des sons que tu fais, c'est des one-shots de... En général, oui. besoin, Alors parfois c'est possible qu'on commence une chanson, qu'on la termine le lendemain ou que, voilà, mais c'est rare qu'une chanson je l'écrive et puis je la termine 2 mois après quoi. C'est souvent très proche. Après, il y a Et- beaucoup de tes sons où, tu vois, quand on l'écoute, on ressent quand même une urgence. Il fallait le dire, quoi. Oui. T'avais besoin. Ben en fait souvent c'est des chansons écrites en une après-midi quoi. Mm. Donc ou moins ou plus, enfin ça dépend, il y a des jours où on est moins inspiré hein, comme tout le monde, ça arrive. Parfois une chanson peut venir en 1 heure, parfois ça peut mettre 24 heures quoi. Mais oui Bon, en je pense qu'il y a beaucoup général. d'artistes qui adoreraient 24 heures. Après tout le monde fonctionne différemment, il y a et c'est OK. Je sais qu'il y a des artistes Francis Cabrel, il disait que lui il revenait beaucoup sur ses textes, il mettait du temps à écrire ses textes et c'est OK. Encore une fois, on est tous différents, on a tous nos manières de fonctionner. Moi, c'est ma manière de faire, j'arrive pas à revenir sur des textes. C'est quoi Je le dis- son que t'as fait le plus vite? Alors, vraiment, celui, il y avait aucun doute. C'était ça, c'est sorti tout seul, Le plus rapidement, je pense que c'était une chanson qui s'appelle J'ai besoin et qui est d'ailleurs sur l'EP que Magnifiquement beau et je l'avais chanté en demi-finale d'Incroyable Talent. C'était une nuit complètement déprimée, je pleurais et la chanson est venue d'un coup. Je pense la grosse base de la chanson, je pense en 30-40 minutes. Oh, wow. Mais c'est comme ça en fait, c'est une fulgurance quoi. Mais parfois c'est nul hein. C'était un besoin. Et ça m'est arrivé, je vais te dire, ça m'est arrivé d'écrire des chansons plus rapidement, mais je te les ferai même pas écouter. Parce qu'après tu les réécoutes le lendemain et tu te dis oh là là c'est nul. Ouais. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu quoi. Au début quand j'écrivais, j'osais pas. Et d'ailleurs je bossais beaucoup avec des auteurs-compositeurs. Comme dans la mode. Putain, c'est fou. Et j'osais pas. Et voilà, c'est pareil. Et c'est Lola Dubini que tu dois connaître, qui est humoriste, mais pas que. Elle est aussi chanteuse. Voilà. Et elle m'a dit, écoute Antoine, là, elle m'a écrit une chanson. Et elle m'a dit, c'est la première fois que j'écris une chanson pour quelqu'un d'autre. Ok. C'est pour toi. Elle m'a dit, franchement, teste les choses. Écris plein de choses. Et au début, il y a des gens dans le milieu qui m'ont dit, ce que t'écris, c'est encore un peu vert. Hein. Vert dans le sens pas mûr. Ouais. Et elle m'a dit, n'écoute pas ça. Écris. Et il y a des choses qui seront nulles et puis des choses qui seront bien. Mais ce qui compte, c'est que ce soit toi et que ce soit vrai. Et au final, c'est ça qui va être génial et c'est ça que les gens vont aimer. Et je l'ai écouté et au final, j'ai des chansons qui doivent être vertes, comme ces personnes m'ont dit auparavant. Mais elles sont moi et elles ont le mérite d'exister. Et donc voilà, j'ai besoin, ça a été hyper rapide. Et puis il y a d'autres titres. Après, c'est aussi ça la beauté d'une carrière, hein. C'est aussi d'assister à la maturation de l'artiste, le voir évoluer. Enfin, ce serait pas fou, quoi, si l'artiste il arrivait déjà parfait dans sa forme finale. Il y a aussi quelque chose de beau à le voir atteindre un niveau incroyable au 3e, 4e album. Mais après, moi, je pense que ma manière de faire, c'est que quand je suis rapide, c'est que je veux parler de quelque chose. J'ai une émotion. C'est un besoin vital pour moi de raconter quelque chose en chanson. Par exemple, mon grand-père est décédé il y a 1 mois. J'ai écrit une chanson la veille de son décès. Je sentais les choses venir. Hein. Je suis un peu... les énergies. Voilà. Quand je l'ai vu à l'hôpital, la dernière fois, ma mère m'a dit, tu le trouves comment? J'ai dit désincarné.
parce que je sentais déjà dans son regard qu'il était déjà plus complètement là. Donc moi j'ai appelé une amie, je lui ai dit je peux pas le faire tout seul, j'ai envie d'écrire une chanson pour lui et j'ai envie qu'il l'écoute. Et il l'a écouté avec les yeux fermés, mais il a entrouvert les yeux au moment où ma mère lui a fait écouter la chanson parce que je pouvais pas être là, j'étais à Paris et lui en Belgique. Et cette chanson, pour te dire, je suis arrivée chez une amie à 11h un samedi, à 12h30 elle était finie. À 13h, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, j'ai envie de la rajouter sur l'EP, mais je dois envoyer tous les masters cette semaine. Donc, en fait, tu sais quoi, sur ton micro, on va enregistrer ma voix def. Donc, j'ai écrit la chanson. Elle est sur l'EP, donc elle s'appelle Entre la terre et les étoiles. Tu es là, dans le décor, on ne voit que toi. Tu es là, toujours là, même les héros tremblent parfois. On a écrit la chanson ensemble à 11h. J'ai enregistré les voix à 13h jusqu'à 13h30. À 13h30, elle devait avoir un autre rendez-vous. Et j'ai envoyé la chanson à un ami qui m'a mixé, qui m'a fait un petit arrangement dessus, qui me l'a envoyé le samedi soir à minuit. Et le lendemain, elle partait au mastering. Et C'est mon fou, ça. papy est décédé le lundi, etc. Il a pu l'écouter. Et pour moi, c'est ça, les chansons qui peuvent avoir aussi une utilité c'est pas juste pour faire quelque chose de beau, quoi. Mon père m'a dit que son papa était décédé, mais il le vivait de manière sereine. Il y a cette chanson, il y a le fait que je dise qu'il est toujours là, d'une autre manière, voilà. En fait, pour moi, la musique, ça sert à ça aussi. Ça sert à aider les gens, ça sert à m'aider moi-même, ça sert à parler de sujets qui sont importants, à être engagé. Et puis, les jours où j'ai mis beaucoup de temps à écrire des chansons, mais c'est parce que j'arrive en studio, mais j'arrive pas en disant j'ai envie de parler de ça, mais c'est que je me dis j'ai envie d'écrire une chanson pour un contexte particulier. Ok. Par exemple, j'ai envie de faire l'Eurovision, il faut faire une chanson Eurovision. oui, oui. Ah ben là, je peux vous dire qu'en faisant ça, vous arriverez jamais à faire Il y en a qui l'ont fait, hein. Mais pour moi, c'est pas les chansons qui me touchent le plus. Et j'en ai fait des chansons comme ça. Mais je suis persuadée que le jour ou peut-être un jour où je ferai l'Eurovision, ce sera avec une chanson que j'aurais pas créée pour l'Eurovision. Ok. Et j'espère que ça arrivera un jour. C'est quelque chose que T'es dans le j'aimerais. bon chemin. C'est quelque chose que j'aimerais bien, franchement. Mais ça n'a jamais été le bon moment et c'est très bien comme ça. C'est une petite magnifique transition que tu me fais pour la dernière partie Ok. du podcast où, en gros, moi, j'aime bien voir le pont ultime entre les arts. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tout ce que tu as pu faire en termes de mode, c'est au service de la musique. Oui. Mais t'en as vite fait un peu parler tout à l'heure, mais est-ce que toi, passer vraiment de l'autre côté et créer ta propre collection, donc indépendamment de la musique, vraiment quelque chose qui te ressemble, mais où on exclut la musique, un vrai truc de créateur, ça, c'est un truc que t'as dans la tête. J'ai plein de choses dans la tête, hein. Écrire un livre, faire du cinéma, voilà. Mais parce que j'aime beaucoup le théâtre aussi et tout, j'adore écrire, voilà. Mais c'est vrai que créer une collection, ça pourrait être quelque chose que j'aimerais beaucoup. Après, est-ce que j'ai le talent pour ça? Je n'en sais rien. Parce que entre réussir à composer des looks avec des vêtements, etc., avoir des idées, etc., et puis créer des vêtements, c'est encore autre chose. Mais c'est peut-être quelque chose qui viendra un jour. Peut-être qu'un jour, je prendrai un crayon et je me dirai, vas-y, je vais dessiner des choses. Après, je couds pas. Alors, je sais qu'on peut très bien être créateur et pas coudre. Mais je suis même étonnée qu'il y ait des écoles de mode, etc., où on n'apprend pas à coudre. Ouais. Pour moi, c'est comme si tu voulais devenir artiste et que t'apprends pas à chanter. Ouais. Tu vois, parfois donc je pense que j'aimerais d'abord me mettre derrière une machine à coudre, tester les choses. Alors je serais peut-être pas le meilleur et certainement qu'après j'aurais besoin de spécialistes pour faire ça à côté. Mais j'ai besoin de toucher la matière, voilà, pas uniquement juste vas-y, je vais faire un dessin et hop, voilà, maintenant. Bien sûr, bien sûr. Non mais Ah, c'est mais vrai oui, que ça se fait beaucoup, Ouais. mais voilà, je pense que avant d'en arriver là, j'aurais besoin d'être un peu plus spécialiste dans cet univers-là. Et je veux pas être l'imposteur de la mode en disant voilà, je m'improvise créateur et voilà parce que j'en suis pas un et que oui j'adore ça, mais j'en suis pas un et je veux pas non plus prendre la place d'autres. Okay. Ça arrivera peut-être un jour, mais après. D'autres expériences, je pense, qui me permettront de le faire et où je me dirai, je suis prêt pour faire ça. La bonne chose au bon moment. Voilà, exactement. Trop bien. Nous, on aime bien aussi finir avec, j'aimerais que tu me donnes 5 recos, un top 5 modes, et donc ça peut être des créateurs,
des lieux que tu as envie de mettre en Ok. avant, des pièces iconiques ou moins iconiques que tu as portées ou que tu pas portées. Top 5 mode. Alors, donc, dans les recommandations que j'ai, enfin, des choses qui m'ont inspiré, voilà. Déjà, il y a des artistes. Moi, déjà, ce que je trouve beaucoup d'inspiration, c'est dans des vieux magazines. Je voulais en apporter, je les avais préparés, je les ai oubliés. Chez David Bowie, toute la période Ziggy Stardust, qui montre vraiment une image très androgyne de la mode, qui amène vraiment un personnage de manière décomplexée, etc. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et moi, j'invite tout le monde à aller voir ça. Parce que finalement, je pense même pas. Pour moi, David Bowie, ça paraît être quelque chose d'un grand classique que tout le monde connaît, mais quand j'en parle même à des personnes plus jeunes, etc., je me rends compte que c'est pas spécialement le cas encore aujourd'hui. Et donc, j'invite tout le monde à aller voir pour que tout le monde se dise qu'elle peut oser faire ce qu'elle a envie, quoi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Voilà, grâce à ce qu'il portait. Donc voilà. Je vais parler un peu des gens connus et après il y a une période de chez de Gucci. C'est Alessandro Michele qui avait qui était chez Gucci de 2015 à 2021. Moi, j'ai adoré toute cette période-là parce qu'il y a un truc aussi très décomplexé où par rapport à ce que je te disais avant, qui ne fait pas les choses pour être beau, mais vraiment pour raconter une histoire. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Donc je conseille les gens d'aller voir ça. Je conseille des gens d'aller beaucoup dans les fripes où on peut trouver des pièces, parfois même luxe, etc. Moi, j'adore Yves Saint Laurent, le smoking. Moi, j'adore tout ce qui est très androgyne. Pourquoi pourquoi c'est l'homme qui devrait porter le smoking. Voilà, j'adore ce truc-là. J'en ai pas mal, par exemple Malls. C'est une boutique à Strasbourg, Saint-Denis, des personnes que j'adore où on peut trouver des pièces de dingue à des prix pas trop élevés en plus, du luxe et pas que. Donc ça c'est génial, j'adore cet endroit. Il y a mes amis à Gogo, c'est un univers complètement différent. On n'est pas du tout dans la fripe, on a un truc même un peu plus streetwear, etc. Mais que j'adore aussi. C'est pas ce que je montre là, mais j'aime bien aussi dans la vie de tous les jours. À Gogo, et elles ont leur site avec leur marque. Vous allez pouvoir voir ma tête aussi sur leur site parce que j'ai fait le mannequin pour certaines pièces. Ah oui, c'est ça. J'avais adoré le défilé automne-hiver homme de chez Louis Vuitton par Pharrell, parce qu'il y avait ce côté très c'est un truc que j'adore, moi, ramener les voyages des pièces. Je suis allée en Bolivie, pardon, c'était à Paris. C'était à Paris, c'était au jardin d'acclimatation, et j'adore ramener des pièces de voyage, Bolivie, où je suis allée, États-Unis, etc. Et lui, ce défilé-là, il tournait vraiment autour du voyage. Il était construit limite comme un spectacle, un peu. La musique était liée avec les vêtements, et il y avait ce truc très western. J'adore les vestes à franges, le côté un peu cow-boy et tout. Et j'avais eu un énorme coup de cœur là-dessus. Donc voilà. Trop bien. Et merci d'avoir accepté l'invitation, Antoine. Merci ça m'a à fait très toi. plaisir de te recevoir. J'espère que t'as passé un bon moment. Ah trop bien, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Et on rappelle un peu tes actus. Forcément, il y a Magnifiquement Beau qui est disponible sur toutes les plateformes. Allez écouter ça. Et ce que je peux recommander pour suivre les dates de concert, les events éventuels, c'est de te suivre sur Instagram, Antoine Daly officiel. Oui, on peut me retrouver partout. Instagram et même tous les autres réseaux, sauf un. Mais voilà, on peut me retrouver partout, et avec la suite qui arrive très vite, je l'espère. Et voilà. Trop bien. Et quant à nous, les petits amigos, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Moi, j'ai vraiment kiffé l'enregistrer avec Antoine. À très bientôt pour de nouveaux invités. Et à la fin, j'ai un petit rituel. Je vais te dire 3, 2, 1. Tu peux regarder la caméra et dire bisous. 3, 2, 1. Bisous. C'est une fin de tournage.